Je m'appelle Mathilde Dubois, j'ai 26 ans, et la semaine dernière, mon monde a basculé lors d'un dîner de famille. Toute ma vie, j'ai été l'invisible, celle que mes parents remarquaient à peine à côté de ma sœur, la streameuse éblouissante qui ne pouvait rien faire de mal. Ils la louaient toujours, la couvraient de tout tandis que j'étais simplement là. Mais cette nuit-là, ils sont allés trop loin. C'était samedi, et nous étions réunis autour de la table à manger, la tension habituelle palpable. Ma mère a souri, sa voix doucereuse, et a dit « Ma chérie, ta sœur a besoin de ta chambre pour son studio de streaming. Il est temps de la lui céder. » J'ai figé, fourchette à la main, mon sanctuaire d'enfance, mon seul espace sûr, s'éloignant. Avant que je puisse répondre, mon père a claqué sa main sur la table, son visage rougi. « Accepte ou quitte cette maison, a-t-il hurlé. La pièce est devenue silencieuse. Ma sœur a ricané, se penchant en arrière comme si elle avait déjà gagné. Mon frère cadet a bougé inconfortablement, évitant mes yeux. J'aurais pu argumenter, j'aurais pu crier, énumérer chaque fois qu'il m'avait ignoré, chaque moment où il l'avait choisi elle plutôt que moi. Mais au lieu de cela, j'ai souri, un sourire lent et délibéré qui a fait plisser les yeux de ma mère et serrer la mâchoire de mon père. Il ne savait pas ce qui allait arriver. Il pensait pouvoir me manipuler comme toujours. Mais j'avais un atout dans ma manche, quelque chose qui allait bouleverser leur monde. Et ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne le découvrent. Si vous étiez dans cette situation, que feriez-vous? Rester silencieuse, riposter, ou sourire comme je l'ai fait? Commentez votre réponse ci-dessous. Je veux savoir quel chemin vous choisiriez. En grandissant à Nantes, j'étais toujours dans l'ombre de ma sœur. Notre famille vivait dans une maison à 2 étages dans un quartier de classe moyenne, le genre d'endroit où tout le monde connaissait les affaires des autres. Ma sœur, Léa, était la star du spectacle. Elle recherchait l'attention, posant toujours pour des photos, pratiquant ses sourires devant le miroir et rêvant de célébrité. Mon père, gérant de supermarché avec un penchant pour la gâter, et ma mère, employée de banque qui répondait à tous ses caprices, s'assuraient qu'elle obtienne tout ce qu'elle voulait, de nouvelles robes pour les spectacles de talent, des cours de danse, même un projecteur pour ses performances dans sa chambre. Ils applaudissaient et encourageaient, les yeux pétillants comme si elle était déjà sur une scène hollywoodienne. Pendant ce temps, mon jeune frère, Lucas, était le bébé de la famille. Il gambadait, les bras chargés de nouveaux jouets, de voitures télécommandées, de figurines, tout ce que vous voulez. Maman le prenait dans ses bras, roucoulant sur sa mignonnerie, pendant que papa lui glissait des biscuits supplémentaires avant le dîner. Lucas ne pouvait rien faire de mal, chaque petit rire était un trésor. Il le paradait lors des réunions de famille, montrant son charme, tandis que je restais assise tranquillement, inaperçue. J'étais différente. J'adorais les livres, des gros livres sur les maths, l'économie, tout ce qui avait des chiffres qui avaient un sens. Je passais des heures dans ma chambre à gribouiller des équations ou à lire sur les investissements, rêvant d'un monde où je pourrais laisser ma propre empreinte. Mais pour maman et papa, mes passions étaient inutiles. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur, soupirait maman, jetant un coup d'œil à la pile de rubans de concours de Léa. Papa était plus direct, ces livres ne te mèneront nulle part. Ma chambre, avec ses étagères de manuels cornés et un petit bureau où je cachais mes rêves, était mon sanctuaire. C'était le seul endroit où je me sentais en sécurité, où je pouvais être moi-même sans leur jugement. Mais même cela n'était pas sacré. Quand j'avais 13 ans, j'ai commencé à travailler les week-ends dans une épicerie locale, en sachant les courses pour quelques euros de l'heure. J'ai économisé chaque centime, le cachant dans une boîte en fer sous mon lit, espérant acheter un ordinateur pour en apprendre davantage sur la finance. À 15 ans, j'avais près de 500 euros, chaque centime durement gagné, le mien. Un jour, Léa est rentrée à la maison, folle de joie à propos d'un concours de talent qui nécessitait une vidéo sophistiquée. Les frais d'inscription étaient élevés et elle avait besoin d'une nouvelle caméra pour se démarquer. Sans un mot pour moi, maman et papa ont fouillé ma boîte en fer. Ils ont pris chaque euro que j'avais économisé pour acheter à Léa un caméscope élégant avec un trépied. C'est pour l'avenir de ta sœur, a dit papa, sans même me regarder. Léa rayonnait, se filmant déjà en train de tournoyer dans le salon, tandis que je me tenais là, la poitrine serrée, mes rêves anéantis. Je n'ai pas pleuré.
Je n'ai pas crié. Je suis retournée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai ouvert un autre livre. Ce moment a allumé un feu en moi. Je n'allais pas mendier leur approbation ni me battre pour leur attention. J'allais faire mes preuves à ma manière, selon mes propres termes. Chaque fois qu'ils louaient la dernière performance de Léa ou donnaient un autre jouet à Lucas, je m'enfonçais plus profondément dans mes études. Les maths sont devenus mon évasion, les chiffres, ma rébellion. J'ai réussi tous mes examens, suis resté tard à la bibliothèque et me suis enseigné des choses que mes professeurs ne pouvaient pas. Ma chambre était ma forteresse, où je bâtissais mes plans pour dépasser leurs attentes. Léa continuait de courir après les projecteurs. Elle traînait maman et papa à chaque concours de talent, à chaque pièce de théâtre scolaire, s'imprégnant de leurs acclamations. Lucas, encore petit, suivait, ses poches remplies des bonbons qu'il lui achetait pour le rendre heureux. Je regardais depuis la touche, le nez dans un livre, ignoré. Une fois, lors d'un barbecue de famille, un voisin m'a demandé ce que je voulais devenir quand je serais grande. Avant que je puisse répondre, maman a ri et a dit « Oh, elle est juste intéressée par ces chiffres ennuyeux. » Léa a ricané, jetant ses cheveux en arrière tandis que papa changeait de sujet pour parler de sa dernière audition. J'ai mordu ma lèvre et je me suis éloignée, jurant de leur montrer un jour. Ma chambre gardait mes secrets, des cahiers remplis d'idées d'investissement, des livres de bibliothèque sur la finance et une détermination tranquille qui devenait plus forte chaque fois qu'ils m'ignoraient. Je n'étais pas tapa accent grave-l'œil comme Léa ou choyée comme Lucas, mais j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas, la concentration. Je savais que je trouverais un moyen de sortir de leur ombre, non pas en quittant la maison, mais en construisant quelque chose qu'ils ne pourraient ignorer, et je le ferais ici même à Nantes, dans la pièce qu'ils pensaient insignifiante. Après le lycée, j'ai commencé à construire mon rêve ici même à Nantes. Tandis que Léa courait après les projecteurs, je me suis tournée vers quelque chose qu'ils ne comprendraient jamais, les chiffres. J'ai toujours aimé la façon dont ils s'assemblaient, comment ils racontaient des histoires que personne d'autre ne pouvait voir. Alors, je me suis lancée, déterminée à tracer ma propre voie sans quitter la maison où j'avais grandi. Je passais de longues nuits dans ma chambre, plongée dans des livres de bibliothèque sur la finance et des cours en ligne gratuits que je trouvais sur les stratégies d'investissement. Mon bureau est devenu un champ de bataille couvert de notes sur les actions, la budgétisation et la gestion de patrimoine. Je n'étudiais pas seulement, j'étais obsédée. Quand ma mère passait et me voyait gribouiller des équations, elle levait les yeux au ciel. « Tu joues toujours avec tes chiffres, disait-elle, son ton dégoulinant de pitié. » Mon père était pire, marmonnant que je ne ferais jamais rien avec la tête enfouie dans les livres. Il pensait que les auditions de Léa et le charme de Lucas étaient l'avenir. J'étais juste en train de perdre mon temps. Mais ce n'était pas le cas. J'ai postulé à toutes les bourses que je pouvais trouver, restant éveillée jusqu'à l'aube pour perfectionner mes essais. Mon travail acharné a porté ses fruits lorsque j'ai obtenu une bourse complète pour une université locale à Nantes. J'ai étudié la finance, réussissant tous mes cours tout en travaillant les week-ends dans une petite entreprise financière du centre-ville. Le travail n'était pas glamour, classer des papiers, faire des calculs pour des clients, mais cela m'a appris comment les vrais gens géraient leur argent. J'écoutais leurs rêves, leurs peurs, et j'apprenais à transformer les chiffres en solutions. Dès ma deuxième année, je donnais des conseils informels à des collègues, les aidant à budgétiser ou à investir de petites sommes. Ils me remerciaient, étonnés des résultats, tandis que ma famille n'en savait rien. Après l'université, je n'ai pas arrêté. J'ai vu un manque à Nantes. Les gens avaient besoin de conseils financiers personnels, pas seulement de services bancaires aux entreprises. Alors, j'ai lancé ma propre entreprise de conseil, directement depuis ma chambre d'enfant. J'ai créé un site web sur un ordinateur portable d'occasion, utilisant toutes les astuces que j'avais apprises pour le rendre professionnel. Mes premiers clients étaient des voisins, des petits commerçants et des retraités qui voulaient faire fructifier leurs économies. Je les rencontrais dans des cafés, décomposant des plans d'investissement complexes en étapes qu'ils pouvaient suivre. Le bouche à oreille s'est répandu et bientôt j'ai eu un flux constant de clients, des enseignants aux commerçants, tous me faisant confiance pour faire fructifier leur argent. En moins de 3 ans, mon entreprise générait des millions de revenus. J'avais créé une marque synonyme de confiance et de résultats, aidant des centaines de clients à bâtir leur patrimoine. Mais vous ne le sauriez jamais en me regardant.
Je portais les mêmes vêtements simples, conduisais une voiture d'occasion et continuais à vivre chez mes parents dans la même chambre avec mon vieux bureau et mes étagères de livres. Je n'avais pas besoin d'afficher mon succès. Je savais ce que j'avais bâti. Mon compte en banque grossissait, mais j'économisais chaque euro, planifiant quelque chose de plus grand, quelque chose que ma famille ne pouvait pas imaginer. Ils n'ont jamais posé de questions sur mon travail. Pour eux, j'étais toujours la gamine tranquille qui ne ferait jamais grand-chose. Au dîner, Léa parlait de ses dernières activités de streaming, ses abonnés se comptant par milliers. Mon père hochait la tête fièrement tandis que ma mère s'extasiait sur les facéties de Lucas au lycée, l'appelant notre petite star. Si je mentionnais mon travail, il changeait de sujet ou me regardait comme si j'étais une honte. « Tu fais toujours ces trucs de chiffres ?» demanda un jour papa, cachant à peine son sourire moqueur. Je me contentais de hocher la tête, gardant mes victoires pour moi. Il y a eu des moments où j'ai douté de moi. Une nuit, après que Léa se soit vantée d'un accord de marque et que ma mère ait applaudi comme si elle avait gagné un Oscar, je me suis sentie petite. J'étais assise dans ma chambre, regardant mes dossiers clients, me demandant si je serais un jour reconnue. C'est là que Chloé Martin, mon amie de l'université, est intervenue. Nous nous étions rencontrés dans un cours d'économie, liés par notre amour des chiffres. Elle est venue, a vu le poids sur mes épaules et m'a dit « Tu fais quelque chose de concret, Mathilde. Ils ne le comprennent pas, mais tu changes des vies. » Ces mots m'ont ramené à la raison, me rappelant pourquoi j'avais commencé. C'était la seule fois où j'ai eu besoin de ce genre de soutien, et Chloé était là, sans poser de questions. J'ai continué, signant de plus gros clients, des médecins locaux, de petites start-up technologiques, tout en restant discrète. Mes parents pensaient que je m'en sortais à peine, peut-être en travaillant dans un bureau sans avenir. Ils ne savaient pas que j'avais remboursé mes prêts étudiants, économisé une fortune et que je planifiais déjà ma prochaine étape. Ma chambre, avec ses planchers grinçants et son papier peint défraîchi, était mon quartier général, la preuve que je n'avais pas besoin de leur approbation pour réussir. J'étais prête pour la suite, même s'ils ne l'étaient pas. Samedi dernier, je me suis assise à la table du dîner de famille, ignorant que tout allait changer. L'air était épais de bavardages habituels, les assiettes cliquetant alors que nous nous passions la purée de pommes de terre et le poulet rôti. Ma mère, toujours l'orchestratrice de ces réunions, avait ce regard dans les yeux, celui qui signifiait qu'elle était sur le point de lâcher une bombe. Mon père était assis en bout de table, sa posture rigide, prêt à la soutenir. Léa faisait défiler son téléphone, vérifiant probablement son dernier nombre d'abonnés. Lucas trifouillait sa nourriture, son sourire insouciant habituel absent. J'ai pris une profonde inspiration, espérant pour une fois que nous puissions simplement manger sans drame. J'avais tort. À mi-chemin du repas, maman a posé sa fourchette et a souri, le genre de sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Chérie » a-t-elle dit, me regardant droit dans les yeux. « Nous en avons parlé, et ta sœur a besoin de ta chambre pour son studio de streaming. Il est temps de la laisser partir. » Mon estomac s'est noué. Ma chambre n'était pas seulement un espace. C'était mon refuge, où j'avais passé des années à rêver, à étudier, à bâtir mon entreprise. Les murs gardaient mes croquis d'enfance. Mes étagères pliaient sous le poids des livres qui m'avaient façonné. Et mon bureau était l'endroit où j'avais lancé une entreprise valant des millions. Y renoncer pour les streams en direct de Léa me semblait effacer tout ce que j'étais. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais avant que je puisse dire un mot, le poing de papa a frappé la table, faisant vibrer les verres. « Ce n'est pas négociable » a-t-il hurlé. « Accepte de céder la chambre où tu n'es plus de cette famille. Pas de place pour toi ici. » Sa voix a résonné, nette et finale comme le marteau d'un juge. La pièce s'est figée. La fourchette de Lucas s'est arrêtée en l'air, ses yeux allant de l'un à l'autre. Léa s'est penchée en arrière, un sourire suffisant se répandant sur son visage comme si elle venait de gagner un prix. « Allez » a-t-elle dit, son ton dégoulinant de moquerie. « Ton ennuyeux travail de finance n'a pas besoin d'une pièce entière. »« Quoi ? Tu as besoin d'espace pour trier des papiers ? Ce n'est pas comme si tu gagnais de l'argent réel. » Ces mots ont piqué, mais ils n'étaient pas nouveaux. Léa avait toujours agi comme si mon travail était une blague, quelque chose de petit comparé à sa carrière de streaming clinquante.
Elle se vantait de ses contrats de marque, de ses milliers d'abonnés, tandis que maman et papa hochaient la tête comme si elle était une superstar. Mon travail, aider les gens à bâtir leur patrimoine, à transformer leurs rêves en réalité, était invisible pour eux. Ils ne savaient pas que j'avais bâti une entreprise valant des millions, et je ne leur avais jamais dit. Je n'avais pas besoin de leurs applaudissements. Mais perdre ma chambre, mon ancre, pour l'ego de Léa, était une limite que je ne pouvais pas supporter. J'ai regardé autour de la table, leur visage un mélange d'attente et d'indifférence. Le sourire de maman était tendu, attendant que je m'exécute. Le regard de papa me défiait de lui désobéir. Le sourire narquois de Léa était pratiquement un défi, son téléphone maintenant posé face cachée, alors qu'elle savourait le moment. Lucas, cependant, était différent. Il s'est agité sur sa chaise, sa mâchoire serrée comme s'il voulait dire quelque chose mais ne trouvait pas les mots. Il ne participait pas, mais il ne me défendait pas non plus, juste pris dans la tension. J'aurais pu riposter. J'aurais pu étaler chaque sacrifice que j'avais fait, chaque euro que j'avais gagné, chaque client que j'avais aidé. J'aurais pu leur dire que mon ennuyeux travail avait surpassé la célébrité éphémère de Léa 100 fois. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis penchée en arrière sur ma chaise, j'ai pris une lente gorgée d'eau et j'ai souri, un sourire calme et délibéré qui a fait froncer les sourcils de maman et plisser les yeux de papa. Le sourire narquois de Léa a vacillé juste une seconde, comme si elle sentait que quelque chose n'allait pas. Lucas m'a regardé, son expression indéchiffrable. Il s'attendait à ce que je m'effondre, à ce que je supplie, à ce que je cède comme je l'avais toujours fait, mais je n'étais plus cet enfant. Le silence s'est étiré, lourd et inconfortable. Maman a éclairci sa gorge, essayant de reprendre le contrôle. C'est pour la famille, a-t-elle dit, sa voix plus douce maintenant, comme si elle cajolait un enfant. La carrière de ta sœur décolle. Elle a besoin d'espace pour briller. Papa a grogné son accord, les bras croisés. Léa a jeté ses cheveux en arrière, ajoutant, ce n'est pas comme si tu faisais quelque chose d'important là-dedans. J'ai continué de sourire, laissant leurs mots rebondir sur moi. Ma chambre était plus qu'un espace. C'était là où je m'étais reconstruite, où je leur avais prouvé qu'ils avaient tort sans dire un mot. Ils pensaient pouvoir la prendre, mais ils n'avaient aucune idée de ce dont j'étais capable. J'ai repoussé mon assiette, mon sourire inébranlable. Finissons de dîner, ai-je dit, ma voix calme. Maman a cligné des yeux, prise au dépourvu. Le froncement de sourcils de papa s'est accentué, comme s'il avait envie d'une dispute que je ne lui donnerais pas. Léa a levé les yeux au ciel, reprenant son téléphone, me rejetant. Lucas s'est contenté de fixer son assiette, ses doigts tapotant nerveusement. Il ne le savait pas, mais j'avais déjà fait mon choix. Je n'allais pas argumenter ni plaider. J'avais un plan qui allait bouleverser leur monde, et j'étais prête à le mettre en œuvre. Cela a commencé le lendemain de ce dîner désastreux. J'avais passé des années à économiser, mon compte bancaire gonflé par mon entreprise de conseil, mais j'avais gardé le silence, vivant simplement chez mes parents. Leur exigence de renoncer à ma chambre, mon sanctuaire, a allumé une étincelle. Je n'allais pas me contenter de partir. J'allais faire une déclaration. J'ai appelé Isabelle Fournier, l'agent immobilier avec qui je travaillais depuis des mois, cherchant des propriétés en secret. Isabelle, ai-je dit, je veux cette maison de l'autre côté de la rue. Concluons l'affaire maintenant. Elle n'a pas hésité. C'est la vôtre, a-t-elle répondu, sa voix crépitant d'excitation au téléphone. Vendredi, la paperasse était faite, le paiement viré, et je tenais l'acte d'une maison qui criait tout ce que ma famille n'avait jamais cru que je pourrais accomplir. Je les ai invités ce dimanche-là, non pas chez moi, mais à notre café de famille habituel chez eux. Ils pensaient que c'était juste une autre occasion de me faire pression pour la chambre. Ma mère m'a accueilli avec ce même faux sourire, disant « As-tu réfléchi à ce dont nous avons parlé ?» Mon père a grogné, déjà impatient. Léa était affalée sur le canapé, faisant défiler son téléphone tandis que Lucas était assis tranquillement, ses yeux me jetant des coups d'œil comme s'il sentait que quelque chose allait arriver. J'ai pris une gorgée de café, posé la tasse et dit « J'ai pris ma décision. Je déménage dans la maison d'en face. » Leurs mâchoires sont tombées. Le sourire de maman a disparu, remplacé par un clignement confus.
La tasse de café de papa s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Le téléphone de Léa lui a glissé des mains, frappant le sol avec un bruit sourd. Lucas s'est penché en avant, le front plissé comme s'il essayait de comprendre. « Qu'est-ce que tu veux dire, d'en face ?» a finalement aboyé papa, sa voix perçante d'incrédulité. J'ai sorti l'acte de propriété, le faisant glisser sur la table. Je l'ai acheté, payé en espèces. Avant qu'il ne puisse se remettre, j'ai continué. Oh, et ce travail ennuyeux dans la finance dont vous vous moquiez tous. Ce n'est pas un travail. C'est mon entreprise. Je gère une entreprise de conseil en finances personnelles depuis des années. Elle vaut des millions. La pièce est devenue silencieuse. Le genre de silence qui donne l'impression de retenir son souffle. Les yeux de maman se sont écarquillés, allant à l'acte comme si c'était un tour. Le visage de papa est devenu rouge, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Léa, pour une fois, était sans voix, son sourire narquois habituel disparu. Lucas s'est contenté de fixer, son expression passant du choc à quelque chose de plus doux, comme une prise de conscience. Isabelle a appelé à ce moment-là, comme sur commande. J'ai mis le haut-parleur. « Félicitations, Mathilde, a-t-elle dit, sa voix joyeuse. La maison est officiellement à vous. C'est l'une des transactions en espèces les plus rapides que j'ai jamais vues. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai laissé les mots s'imprégner. L'incrédulité de ma famille était palpable. Maman a été la première à craquer. Comment ? Comment as-tu pu te payer ça ? A-t-elle bégayé, sa voix un mélange d'admiration et de suspicion. Papa est intervenu, se penchant en avant. D'où vient cet argent ? Tu vivais ici, tu t'en sortais à peine. Léa, retrouvant son aplomb, a ricané. Des millions ? Oui, bien sûr. Tu inventes tout. Mais sa voix tremblait, trahissant son doute. Je n'ai pas bronché. Croyez ce que vous voulez, ai-je dit, mon ton calme mais ferme. J'ai bâti une entreprise qui aide les gens à gérer leur patrimoine. J'ai des clients partout à Nantes, des médecins, des chefs d'entreprise, des retraités. Je n'avais pas besoin de l'afficher. Je me suis levée, ramassant l'acte de propriété. Je déménage, mais je ne vais pas loin. Vous me verrez tous les jours, juste en face. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à paniquer. Le ton de maman a soudainement changé. Ma chérie, nous ne voulions pas te chasser. Parlons-en. Peut-être que nous pouvons trouver une solution. Papa a hoché la tête, sa rudesse disparue. Oui, tu n'as pas besoin de partir. Nous sommes une famille. Léa, toujours opportuniste, a ajouté, alors, combien tu gagnes ? Peut-être que je pourrais en utiliser une partie pour ma chaîne. Ses yeux brillaient, déjà en train de calculer. Lucas est resté silencieux, mais je l'ai surpris à me regarder différemment, comme s'il me voyait pour la première fois. Il y avait une lueur de culpabilité dans ses yeux, comme s'il commençait à remettre en question la façon dont il m'avait toujours traité. J'ai secoué la tête, reculant. Il ne s'agit pas de vous, leur ai-je dit. J'en ai assez d'être invisible. Je déménage dans ma maison, et je ne suis pas là pour financer qui que ce soit. Le visage de maman s'est affaissé. La mâchoire de papa s'est serrée. Les yeux de Léa se sont plissés comme si elle complotait déjà. Lucas, lui, a fait un petit signe de tête, comme s'il comprenait. Je suis sortie, les laissant dans leur silence stupéfait, et j'ai traversé la rue jusqu'à ma nouvelle maison. Les cartons étaient déjà faits, mes livres, mon bureau, ma vie, prêts à laisser leur maison derrière moi. Quelques semaines plus tard, j'ai regardé la maison de mes parents, la voyant s'effondrer. Depuis mon perron, je pouvais voir les fissures se former, non pas dans les murs, mais dans leur monde. J'avais emménagé dans ma nouvelle maison, celle que j'avais achetée content. Et chaque matin, je sortais, saluais et vaquais à mes occupations. Ce simple geste, un léger mouvement de ma main, semblait les hanter, un rappel silencieux des années où ils m'avaient ignoré. Cela a commencé avec Léa, sa carrière de streameuse, autrefois son billet d'or, qui s'est effondré sous le poids de ses propres choix. Elle était devenue accro aux jeux de hasard en ligne, attirée par des applications de paris flashy promettant des gains rapides. Au début, elle l'a caché,
publiant ses vidéos glamour habituelles pour maintenir les apparences. Mais les dettes s'accumulaient, des centaines de milliers d'euros, plus que ce que ses parrainages pouvaient couvrir. Puis vint le scandale. Un streamer rival a exposé son habitude de jeu, divulguant des captures d'écran de ses paris et de ses dettes. Internet s'est retourné contre elle du jour au lendemain. Ses abonnés ont chuté, ses sponsors se sont retirés, et son image soigneusement travaillée s'est brisée. Elle s'asseyait sur le perron de mes parents, fixant son téléphone, le visage pâle comme si elle regardait ses rêves s'évanouir en temps réel. Mes parents, désespérés de sauver leur star, sont intervenus. Mon père, toujours prompt à réparer les erreurs de Léa, et ma mère, incapable de renoncer à sa fierté envers elle, ont pris une décision radicale. Ils ont mis leur maison, celle où j'avais grandi, sur le marché. Elle s'est vendue rapidement, mais pas pour assez. Ils ont mis bout à bout chaque centime pour rembourser les créanciers de Léa, ne leur laissant juste assez pour louer un petit appartement exigu en périphérie de Nantes. Je passais parfois en voiture, voyant leur ancienne maison vide, un panneau « vendu » planté dans le jardin. Ils avaient échangé leur stabilité contre les erreurs de Léa. Et maintenant, ils recommençaient dans un endroit qui pouvait à peine contenir leurs meubles. Lucas était différent. Il avait toujours été le bébé gâté par les jouets et l'attention. Mais quelque chose a changé après que j'ai révélé mon succès. Un soir, il s'est présenté à ma porte, son sourire arrogant habituel disparu. « Je suis désolé, a-t-il dit, sa voix basse, presque brisée. Je n'ai jamais réalisé à quel point nous étions injustes envers toi. » Il a admis qu'il avait été aveugle à la façon dont maman et papa favorisaient Léa, comment ils avaient ignoré mes réalisations. Cela l'a frappé durement de voir leur maison vendue, la carrière de Léa en ruine et moi, debout, de l'autre côté de la rue. Il a dit qu'il en avait fini avec les dépenses inconsidérées, les vêtements de marque, les fêtes. Je m'inscris au lycée technique, m'a-t-il dit, les yeux fixes. Je veux étudier l'ingénierie. Faire quelque chose de moi-même. J'ai hoché la tête, ne le pardonnant pas tout de suite mais respectant le changement. Il est parti, les épaules carrées comme s'il était enfin prêt à grandir. Chaque matin, je montais sur mon perron, café à la main, et saluais l'ancienne maison de mes parents. Même après qu'ils aient déménagé, j'ai gardé l'habitude, une petite pique silencieuse aux années où ils m'avaient mise de côté. Parfois, je voyais Léa rendre visite à leur nouvel appartement, la tête baissée, n'étant plus l'influenceuse radieuse qu'elle avait été. Maman et papa appelaient, laissant des messages vocaux pour prendre des nouvelles ou parler d'unité familiale. Mais je gardais mes distances. Leur intérêt soudain semblait creux, lié à mon compte en banque plutôt qu'à un véritable regret. Je n'étais pas cruelle. Je répondais à leurs appels, restais courtoise, mais je n'étais pas leur distributeur automatique de billets. Ils avaient fait leur choix, et maintenant ils vivaient avec les conséquences. Pendant ce temps, je m'installais dans ma nouvelle vie. Chloé est venue m'aider à organiser une pendaison de crémaillère. Elle n'était pas là pour me soutenir émotionnellement cette fois, juste pour aider à la logistique, choisir les décorations et organiser la liste des invités. Nous avons invité mes clients, mes voisins et quelques anciens camarades de classe, remplissant ma nouvelle maison de rire et de musique. Chloé virevoltait, installant des tables et plaisantant sur mes goûts raffinés en matière de vin. « Tu vis vraiment le rêve maintenant » a-t-elle dit, souriant en arrangeant un plateau d'amuse-gueule. La fête était une célébration, non seulement de la maison, mais de tout ce que j'avais construit selon mes propres termes. Au fil des semaines, j'ai observé ma famille se désagréger de loin. Léa a trouvé un emploi dans un centre commercial local, ses jours de streaming terminés, sa confiance remplacée par une résignation tranquille. Maman et papa s'adaptaient à leur nouvelle vie, leurs voix empreintes d'amertume lorsqu'ils me mentionnaient. Ils passaient parfois, se tenant maladroitement sur mon perron, posant des questions vagues sur mon entreprise. « Tu te débrouilles si bien » disait maman, son sourire forcé. Papa hochait la tête, ajoutant « Nous sommes fiers de toi ». Mais les mots semblaient être une pensée après coup. Je les remerciais, gardais la conversation courte et les renvoyais. Ils n'allaient pas réécrire le passé simplement parce que j'avais réussi. Lucas était le seul à avoir réellement changé. Il m'envoyait des messages pour me tenir au courant de ses cours, de petites victoires comme réussir un examen de maths ou décrocher un emploi à temps partiel.
J'essaie de faire mieux, a-t-il écrit une fois. Et je le croyais. Il n'était pas parfait, mais il essayait. Et c'était plus que ce que je pouvais dire des autres. Je lui répondais avec des encouragements, gardant la porte ouverte, mais pas assez grande pour qu'il puisse revenir dans ma vie sans le mériter. Depuis mon perron, je regardais leur ancienne maison, maintenant occupée par une nouvelle famille, et je ressentais un étrange mélange de paix et de détermination. J'avais fait mes preuves, non seulement à eux, mais à moi-même. Leur chute n'était pas ma faute, mais la conséquence de leur choix. Et je n'avais pas fini de construire mon avenir. J'ai construit une vie à Nantes qui est la mienne, libérée des ombres des attentes de ma famille. J'ai fait le choix d'aider Lucas en lui virant de l'argent pour ses frais de scolarité après qu'il ait montré de réels efforts pour changer. Il m'envoie des SMS pour me tenir au courant, reconnaissant, et je suis heureuse de le voir grandir. Mais j'ai tracé une ligne ferme avec Léa, mon père et ma mère. Leurs appels restent désormais sans réponse. Leurs tentatives de se reconnecter sont ignorées. Je ne suis pas là pour réparer leurs erreurs ou alimenter leurs regrets. Ils ont choisi de m'ignorer pendant des années, et j'ai choisi d'avancer sans eux. Le week-end dernier, j'ai invité Chloé et un groupe d'amis dans ma nouvelle maison pour une célébration. Le salon bourdonnait de discussions, la cuisine était remplie de l'odeur de plats faits maison et de rire. Chloé, toujours l'âme de la fête, a levé un verre et apporté un toast à mon parcours. À Mathilde, qui a bâti cela à partir de rien, a-t-elle acclamé, et mes amis ont applaudi leur soutien, un contraste frappant avec la famille que j'avais laissée derrière moi. Nous avons dansé, partagé des histoires et planifié l'avenir. Ma maison n'était plus seulement un bâtiment, mais un symbole de mon indépendance. Avec le recul, j'ai appris que l'autonomie est ma plus grande force. Le favoritisme de ma famille envers Léa a conduit à leur ruine financière et à leur retombée sociale, une dure leçon sur le coût du parti pris. J'ai réalisé que ma valeur ne dépend pas de leur approbation. Elle vient du travail que j'ai accompli, des vies que j'ai changées et du foyer que j'ai construit. Vous n'avez pas besoin de la validation de votre famille pour briller. Vous avez besoin de votre propre détermination. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous vous êtes déjà senti ignoré ou sous-estimé, j'espère que cela vous inspirera à continuer d'aller de l'avant. Partagez vos propres expériences dans les commentaires. J'aimerais savoir comment vous avez surmonté le fait d'être ignoré. Votre histoire compte, tout comme la mienne.